Personne n'aurait imaginé que tout changerait à Glendale Creek, une bourgade trop petite pour figurer sur la plupart des cartes. À première vue, cette ville semblait figée dans le temps. Un vieux garage en briques rouges au coin de Maple Avenue, des lampadaires qui grésillaient quand le vent soufflait trop fort, et une école où les enfants apprenaient encore à écrire en cursive. Pourtant, c'est bien ici, entre les mains pleines de cambouis d'une mère mécanicienne et les doigts tachés de graphite d'une fillette de 12 ans, qu'un mystère technologique allait être résolu, là où des ingénieurs diplômés de Stanford et du MIT avaient échoué pendant des mois. L'histoire commence dans un vieux garage nommé Jan's Motors, modeste, avec une baie d'inspection rafistolée au scotch industriel et une radio qui grésille du Johnny Cash quand elle ne capte plus les stations. Janet Callahan, la propriétaire, levait le capot d'un pick-up avec la concentration d'un chirurgien. Ses cheveux blonds attachés à la va-vite par une clé à 12 mm, ses bottes usées par le ciment fissuré du sol, tout en elle disait « Je me débrouille ». Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Ce matin-là, un camion noir s'arrêta devant le garage. Le genre de véhicule qu'on ne voyait jamais ici. Élégant, aux lignes agressives, avec des vitres teintées comme si le FBI débarquait pour une mission. Mais ce n'était pas un agent fédéral qui en sortit. C'était Isabella Thorne, vice-présidente d'une division recherche d'un des plus grands constructeurs automobiles du pays. Talons vernis, lunettes en écaille, tablette à la main. Janet, les mains dans le moteur d'un vieux Chevy, ne releva même pas la tête. C'est la voix d'Abigail, sa fille, qui résonna depuis l'intérieur. « Maman, il y a une madame super chic devant, je crois qu'elle est perdue. » Janet essuya ses mains sur un chiffon taché et s'avança. Isabella ne perdit pas une seconde. « Je cherche une mécanicienne nommée Janet Callahan. »« C'est bien vous ?» Janet hocha la tête. Isabella poursuivit. « Nous avons un prototype, un véhicule électrique de prochaine génération. Problème, il a un comportement imprévisible qu'aucune de nos équipes n'arrive à expliquer. On a entendu parler de vous. » Janet resta silencieuse un instant. Pas par surprise, mais parce qu'elle se méfiait. Ce genre de gens ne venaient jamais ici. Sauf quand ils étaient désespérés. Et s'ils étaient en désespérés, ça voulait dire que ça n'allait pas être simple. Elle se contenta de dire « Faites entrer la voiture ». 2 hommes descendirent du camion, roulèrent une bâche et firent apparaître le fameux prototype. Noir mat, fuselé, sans aucun logo visible. Abigail s'approcha lentement, fascinée. Elle avait vu des concept cars dans les magazines que son père lui rapportait, mais jamais en vrai. Son regard glissa vers l'arrière du véhicule, puis sous le châssis. « Maman, regarde la disposition des modules de batterie. C'est pas standard, on dirait un assemblage asymétrique, mais avec un point nodal commun. » Isabella haussa un sourcil. « Vous comprenez ce qu'elle vient de dire ?» Janet sourit doucement. Elle a grandi dans ce garage. Les circuits imprimés sont ses puzzles du dimanche. Le prototype fut installé sur la rampe d'inspection. Janet passa sous le véhicule, fit tourner une roue manuellement, écouta les sons. Les frictions, les résonances. Abigail s'assit à l'écart avec un carnet, griffonnant des observations. Isabella, qui d'abord regardait sa montre toutes les 2 minutes, s'était figée. Il y avait quelque chose ici qu'elle n'avait jamais vu. Une alchimie entre une mère et sa fille, entre l'instinct mécanique et la rigueur empirique. Janet remonta la rampe, attrapa un tournevis, tapota 3 fois sur une pièce anodine. C'est là que ça se joue, ce module-là. Il entre en résonance à certaines vitesses. Votre problème n'est pas électrique, il est harmonique. Isabella fronça les sourcils. Nos ingénieurs ont tout passé au crible. Vous êtes en train de me dire qu'ils ont tous raté ça ? Janet haussa les épaules. Je dis juste que parfois, il faut écouter, pas juste mesurer. Pendant 3 jours, le prototype resta dans le garage. Janet et Abigail alternaient entre diagnostic, test, silence profond et éclat de rire. Isabella restait en retrait, observant, notant, répondant à quelques appels. Le 4e jour, un test sur route fut organisé. Une route isolée à l'orée de Glendale Creek. Janet conduisait, Abigail à côté d'elle, Isabella à l'arrière avec un ingénieur sceptique venu superviser. À une vitesse précise, le véhicule vibrait. Mais cette fois, pas de dysfonctionnement. Au contraire, il s'auto-ajustait, compensait, adaptait son aérodynamisme. Isabella laissa échapper un souffle. « C'est comme s'il avait appris à se réguler. » Janet répondit sans quitter la route des yeux. Non, il savait déjà, il fallait juste l'écouter. Le retour au garage fut silencieux, mais un silence respectueux. Abigail observait Isabella curieuse.
Pourquoi vous êtes venue ici, madame ?» Isabella mit quelques secondes avant de répondre. « Parce que tout le monde m'a dit que c'était une perte de temps. Et parfois, c'est exactement ce que j'ai envie d'entendre. » Ce soir-là, alors que le garage fermait, Isabella fit une offre, venir à Riverstone, le siège de la société, pour présenter ce qu'elles avaient découvert. Janet hésita, elle détestait les grandes villes. Mais Abigail, les yeux pétillants, murmura « Juste pour un jour ?» Janet céda. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est qu'en acceptant cette invitation, elles entrèrent dans un monde où les lois de la logique, du pouvoir et de l'orgueil allaient tout faire pour les faire taire. Riverstone était tout l'inverse de Glendale Creek. Des buildings de verre qui grattent le ciel, des parkings où les voitures se gardent seules, des ascenseurs qui parlent, des badges qui tracent chaque déplacement. Janet se sentait comme un vieux tournevis dans une trousse à outils dernier cri. Mais elle tenait bon, pour Abigail, pour la mémoire de son mari aussi, qui lui avait toujours dit que l'essentiel, ce n'était pas l'endroit où tu travailles, mais la façon dont tu regardes une pièce qui ne marche pas. Isabella les avait fait entrer par une porte secondaire, évitant les regards curieux des ingénieurs de l'étage principal. Elle sentait déjà la tension. Ils vont pas apprécier que deux inconnus aient résolu ce que 40 personnes n'ont pas pu comprendre en 8 mois, dit-elle presque à voix basse. Janet haussa les épaules. On n'est pas venu pour qu'ils nous apprécient. Dans une grande salle vitrée, une dizaine de cadres attendaient. L'un d'eux, costard gris, anthracite, coupe millimétrée, prit la parole dès qu'elles entrèrent. « Vous êtes les mécaniciennes dont tout le monde parle ?» Janet répondit simplement « On est surtout celles qui ont fait en 3 jours ce que vous n'avez pas fait en 8 mois. » Un silence glacé suivit. Il s'appelait Victor Pierce, directeur des opérations techniques. Et il n'était pas là pour écouter, il était là pour contrôler. Dès que Janet et Abigail commencèrent à expliquer leur méthode, l'analyse des vibrations, la lecture des harmoniques, l'ajustement manuel des modules de résonance, Pierce les interrompit. « Vous n'avez aucun diplôme, aucune certification. Vous avez agi sur un prototype confidentiel sans autorisation. Vous avez violé les protocoles de sécurité. » Janet répondit, calme. « Vous nous avez amenés ici. Si vous ne vouliez pas de solution, fallait pas demander. » Mais Abigail sentit la tension monter. Elle glissa discrètement la main dans celle de sa mère. Isabella tenta d'intervenir, d'expliquer qu'il ne s'agissait pas d'une procédure formelle, mais d'une invitation pour comprendre le phénomène. Rien n'y faisait. Pierce s'était senti humilié. Et ce genre d'homme, dans ce genre d'entreprise, ne pardonne jamais ce sentiment-là. Ce soir-là, dans leur chambre d'hôtel, Abigail demanda à voix basse « Tu regrettes d'être venue, maman ?» Janet regarda sa fille, hésita puis secoua la tête. « Non, je regretterais seulement de t'avoir empêché de venir. » Le lendemain, les choses prirent un tournant inattendu. On leur avait refusé l'accès au bâtiment. Isabella arriva en furie. « C'est une décision de la direction. Ils disent que vous avez falsifié les résultats, que vous avez manipulé le système pour faire croire que vous avez réparé le problème. » Janet éclata d'un rire sans joie. « Ils veulent juste enterrer ce qu'on a fait. » Mais Abigail, elle, était déjà en train de dessiner. Elle reconstituait chaque schéma, chaque ajustement, chaque angle modifié. En moins de 2 heures, elle avait recréé de mémoire l'intégralité du plan de stabilisation harmonique. « On va leur prouver que c'est réel », dit-elle. Isabella les emmena dans un vieux centre de test, fermé depuis des années mais encore alimenté en courant. C'est là qu'elles firent venir une version secondaire du prototype, entreposée à l'abandon. Pendant 3 jours, elles travaillèrent, jour et nuit. À la fin, le véhicule avait non seulement retrouvé sa stabilité, mais sa performance dépassait toutes les prévisions initiales du constructeur. Et cette fois, Isabella avait tout filmé. Chaque ajustement, chaque test, chaque résultat. La vidéo, postée anonymement, fit le tour des forums d'ingénierie. Des chaînes techniques sur YouTube commencèrent à en parler. Des experts indépendants confirmèrent les résultats. Un célèbre ingénieur à la retraite, Malcolm Voss, fit même une vidéo réaction dans laquelle il disait « Je ne sais pas qui est cette gamine, mais elle vient de réinventer notre façon d'aborder la dynamique adaptative. » Pierce réagit immédiatement. Un avocat se présenta au garage de Glendale Creek avec une injonction. Ils accusaient Janet de vol de propriété intellectuelle, de sabotage industriel et réclamaient des millions de dollars. Janet, pour la première fois, sembla perdre pied. Mais Isabella tenait bon. Elle avait prévu cette attaque. Elle avait une copie des logs internes, des documents prouvant que les tests originaux n'avaient jamais produit les résultats qu'elles avaient obtenus. Mieux, l'un des ingénieurs de Riverstone, secrètement admiratif, accepta de témoigner.
Le procès fut fixé pour dans un mois. En attendant, la presse s'empara de l'affaire. On parlait de « la petite mécanicienne contre le géant de l'automobile ». Certains y voyaient une fable moderne, d'autres une menace pour l'ordre établi. Mais ce qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment, c'était que pour Abigail, tout ça n'avait jamais été une guerre, c'était un puzzle. Et elle adorait les puzzles. Un matin, alors que Janet lisait un article les concernant dans le journal local, elle regarda sa fille et lui dit « Tu sais que ton père aurait été fier de toi ». Abigail répondit, sans lever les yeux de ses plans, « Je crois qu'il est déjà fier où qu'il soit ». Et dans ce garage qui avait vu tant de chagrin et de triomphe silencieux, elles reprirent le travail. Car malgré les menaces, malgré les avocats, malgré la peur, elles avaient touché à quelque chose de rare, la vérité. Et la vérité, une fois révélée, ne peut plus être enterrée. Le procès qui se profilait n'était pas un simple différend technique. Il devenait, peu à peu, le symbole d'un combat plus large, celui des oubliés contre les puissants. Des journalistes affluaient maintenant à Glendale Creek, certains posant des questions sincères, d'autres espérant simplement un bon titre accrocheur. Janet, d'abord méfiante, finit par accepter une interview dans un petit journal local. Mais c'est l'intervention d'Abigail, filmée à la sortie de l'école par un reporter amateur qui fit le tour du pays. « Je ne voulais pas créer un conflit, je voulais juste comprendre pourquoi la voiture faisait ce bruit bizarre. Et quand j'ai trouvé, c'était comme résoudre un Rubik's Cube géant, mais avec des sons. » Sa voix calme, ses mots simples, sa sincérité absolue, tout y était. La vidéo dépassa 2 millions de vues en 3 jours. Les médias commencèrent à l'appeler la prodige de Glendale, ce qu'elle trouvait à la fois drôle et gênant. Mais dans l'ombre, les avocats de la société affûtaient leurs arguments. La stratégie était simple, discréditer, prouver qu'Abigail n'avait rien inventé, qu'elle n'avait fait que répéter ce que sa mère lui disait, que tout cela relevait de l'improvisation sauvage et non de l'ingénierie sérieuse. Ils espéraient que le tribunal n'accorde aucun crédit à une enfant de 12 ans sans formation. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la réaction du public. Une pétition circula. Des professeurs d'université, des mécanos de campagne, des ingénieurs retraités et même des musiciens vinrent soutenir Abigail et Janet. Car oui, l'un des éléments les plus fascinants dans leur approche, c'était cette idée de résonance, d'harmonique, comme si la mécanique pouvait chanter. Et cette notion parlait à tout le monde. Un groupe de chercheurs en acoustique du Colorado envoya même un message de soutien, déclarant que la compréhension intuitive d'Abigail sur les vibrations était exceptionnelle, voire révolutionnaire. De son côté, Isabella continuait de jouer un double jeu dangereux. Officiellement, elle faisait toujours partie de l'entreprise. Officieusement, elle aidait Janet et Abigail à collecter des preuves, à établir des séquences de tests, à reconstituer la chronologie des décisions internes. Elle savait que son avenir professionnel était en jeu, mais elle n'en avait plus rien à faire. Car ce qu'elle voyait en Abigail, c'était l'avenir. Pas seulement d'une technologie, mais d'une manière de penser, de sentir les choses au lieu de toujours les réduire à des chiffres. Un matin, elle arriva au garage avec un dossier sous le bras. « J'ai trouvé quelque chose. Il y a 8 mois, un rapport interne a identifié ce problème de résonance. Mais il a été volontairement ignoré, car admettre son existence aurait repoussé la date de lancement de 2 ans. Et coûté plus de 40 millions de dollars. » Janet la fixa longuement. « Tu peux prouver ça ?» Isabella hocha la tête. « Oui, et le document est de signé de Victor Pierce lui-même. » C'était un tournant, mais elle savait que ce ne serait pas suffisant. Il fallait aller plus loin, montrer que leur solution n'était pas un coup de chance, mais une avancée réelle. Alors elles décidèrent de créer un nouveau prototype. De zéro, utilisant des pièces récupérées, un vieux châssis abandonné et beaucoup d'huile de coude, elles bâtirent une version allégée du système harmonique. Abigail dessinait les plans, Janet soudait les composants, Isabella gérait les fournisseurs anonymes. C'était comme une ruche, où chaque geste avait du sens, chaque idée trouvait sa place. Et au bout de 3 semaines, la voiture roula. Pas à 300 km/h, pas dans un tunnel high-tech, mais dans les rues de Glendale Creek, sous les regards des voisins, des commerçants, des enfants perchés sur leurs vélos. Et elle roulait bien, silencieusement, harmonieusement. Ce jour-là, un vieil homme du nom de Roy Camden, un ancien ingénieur automobile ayant travaillé dans les années 70, se présenta au garage. Il avait vu la vidéo d'Abigail et avait fait plus de 800 km pour venir les rencontrer. Il tenait dans ses mains un carnet jauni. À l'intérieur, des schémas de moteurs expérimentaux qu'il avait développés à l'époque, mais qui n'avaient jamais été retenus.
Je crois que vous êtes en train de faire ce que j'ai jamais eu le courage de tenter. Réconcilier la mécanique et la musique. Janet l'invita à rester, à les aider. Et pendant plusieurs jours, il apporta son regard, ses conseils et même son humour un peu rouillé. L'équipe s'agrandissait. Et plus elle grandissait, plus le système corporate tentait de les faire taire. Des mises en demeure, des menaces, des rumeurs, mais cela ne changeait rien. Car Abigail, chaque soir, recommençait ses calculs. Elle parlait toute seule parfois, notait des choses en écoutant le bruit du vent sur le capot, comparait les échos des structures métalliques à des instruments désaccordés. Et Janet, la voyant ainsi absorbée, se disait que quoi qu'il arrive au procès, quelque chose d'immense était déjà né ici, quelque chose qui n'appartenait plus à personne. Un matin, Abigail entra dans le garage avec un sourire étrange. J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas chez eux. Janet s'arrêta de polir un connecteur et leva les yeux. Parce qu'il ne laissait pas la voiture respirer. Il l'enfermait dans des algorithmes trop rigides. Il ne comprenait pas que chaque châssis, chaque moteur, chaque circuit imprimé, ça a sa propre voix, sa propre manière de vibrer. Il faut l'écouter, pas juste la contrôler. Janet resta silencieuse un moment, puis dit simplement « Tu tiens quelque chose, ma fille ». Le jour du procès arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Janet n'avait jamais mis les pieds dans un tribunal. Abigail encore moins, mais ce matin-là, lorsqu'elles franchirent les portes en bois massif du palais de justice de Middleridge, il régnait dans l'air une tension électrique, comme si chaque mot prononcé ce jour allait avoir des répercussions bien au-delà de leur petite ville. Isabella marchait à leur côté, les yeux cernés mais déterminés. Dans la salle d'audience, Victor Pierce les attendait, entouré de ses avocats, tous en costume sombre, alignés comme des corbeaux sur un fil électrique. Lui confiant, affichait ce sourire qu'on ne trouve que chez ceux qui pensent que l'argent, les titres et les relations valent plus que la vérité. Mais Janet, elle, n'était pas venue pour s'excuser. Elle avait enfilé sa chemise propre, remonté ses cheveux et regardé la juge droit dans les yeux. Dès l'ouverture, l'avocat de Pierce déclara que l'affaire n'était pas une question d'innovation, mais de violation. Accès non autorisé à une technologie propriétaire, manipulation de prototypes confidentiels et publication non autorisée de données internes. Il énuméra les accusations comme on déclame une recette de cuisine trop bien apprise. Puis, le moment venu, ce fut au tour de Janet de parler. Elle ne chercha pas à jouer l'émotion. Elle raconta les faits, la voiture qui vibrait, le comportement étrange, la visite d'Isabella, les ajustements qu'elles avaient de fait. Puis, elle fit un pas de côté et posa sur la table le carnet d'Abigail. Tout est là, chaque étape, chaque réglage, chaque test. Rien n'a été volé, tout a été observé, compris et résolu. Ici, dans ce garage où la seule ressource rare, c'est le temps. L'avocat adversaire s'attaqua alors à Abigail. Elle fut appelée à la barre. La juge, surprise, demanda si l'enfant souhaitait vraiment témoigner. Abigail répondit « Oui, madame la juge, c'est moi qui ai trouvé le point d'équilibre. » Son ton n'était pas prétentieux. Il était sûr, calme. Elle montra ses croquis, expliqua les vibrations, utilisa même une analogie musicale. C'est comme un orchestre. Si un seul instrument joue faux, tout le morceau en souffre. Le prototype, c'était pareil. Il vibrait mal. Je l'ai écouté. Et j'ai trouvé la bonne note. Des sourires s'échangèrent dans la salle. Mais les avocats de Pierce restèrent de marbre. Ils avaient préparé leur contre-attaque. Ils appelèrent un témoin, Dr Charles Albert, professeur émérite d'ingénierie à l'université de Boston, consultant pour l'entreprise. Il monta à la barre avec l'assurance de ceux qui croient incarner la science. D'une voix posée, il déclara que les affirmations d'Abigail étaient poétiques mais inexactes. La mécanique ne relève pas de l'intuition. Elle se fonde sur des équations, des algorithmes, des modèles validés. Ce qu'elle décrit n'est pas une solution, c'est une coïncidence. Mais juste à cet instant, une main se leva au fond de la salle. Une voix grave demanda à être entendue. C'était Roy Camden, le vieil ingénieur venu du Kansas. Il s'était déplacé exprès pour ce moment. Il monta à la barre, appuyé sur sa canne, le regard franc. « Je ne suis plus en service depuis longtemps. Mais ce que cette petite a compris, aucun modèle mathématique ne me l'avait jamais montré. Elle a senti ce que les machines ne disent pas. Et elle l'a corrigé. J'appelle pas ça une coïncidence, j'appelle ça du génie. » Un murmure parcourut la salle, la juge demanda le silence, mais l'impact était fait. Un homme de l'ancienne école venait de légitimer Abigail devant le système qu'elle défiait. Isabella fut ensuite appelée. Elle produisit le document signé de Victor Pierce, celui dans lequel il avait autorisé l'omission du rapport critique. L'avocat de la défense tenta de l'interrompre, mais Isabella poursuivit.
Je faisais partie de leur système. Je croyais qu'on construisait quelque chose d'utile. Mais j'ai vu ce que coûte la vérité à ceux qui veulent aller vite. J'ai vu comment on piétine l'intuition, l'écoute, la créativité. Et j'ai compris qu'on devait arrêter d'appeler progrès ce qui détruit le sens. Les derniers témoins passèrent. Le juge annonça que le verdict serait rendu sous 7 jours. À la sortie du tribunal, des caméras les attendaient. Janet, épuisée, ne dit rien. Mais Abigail, regardant droit l'objectif, déclara simplement « On n'a jamais volé d'idées, on en a trouvé une ». Et dans cette phrase, il y avait toute la force du combat qu'elle menait, défendre la capacité de créer autrement. Le soir même, de retour au garage, elles trouvèrent la porte recouverte de lettres, de dessins, de messages, des enfants qui disaient vouloir devenir ingénieurs, des jeunes femmes qui racontaient comment elles avaient été écartées d'un métier technique, des professeurs qui demandaient la permission de montrer leur histoire à leurs élèves. Janet les lut un à un, puis regarda sa fille et lui dit « Quoi qu'il arrive maintenant, tu as déjà gagné. » Mais la vérité, c'est que l'histoire ne faisait que commencer. Le 7e jour, la salle d'audience était plus remplie que jamais. Des caméras restaient à l'extérieur, interdites d'entrer. Mais tout le monde savait que ce verdict serait relayé dans chaque bulletin d'information, chaque fil Twitter, chaque forum d'ingénierie ou de droit technologique. Janet, droite sur son banc, gardait les bras croisés, mais son pied tapait nerveusement le sol. Abigail, elle, tenait un petit objet dans sa main, une pièce métallique qu'elle avait façonnée elle-même la veille au garage. Un genre de porte-bonheur qu'elle n'avait montré à personne. Isabella, assise à côté d'elle, semblait elle aussi tendue, mais concentrée, comme si elle avait déjà envisagé tous les scénarios, même les pires. La juge entra. Elle commença par résumer les faits, la chronologie, les éléments entendus. Elle rappela que le droit à la propriété intellectuelle était un pilier fondamental de l'industrie, mais qu'il ne pouvait être utilisé pour enterrer la vérité. Puis elle prononça son verdict. La Cour reconnaît que Madame Janet Callahan et sa fille, Abigail Callahan, n'ont pas violé la propriété intellectuelle de Motor Axis Technologies. Au contraire, elles ont démontré une capacité d'analyse autonome, innovante et, plus important encore, bénéfique pour la sécurité de ce prototype. La Cour déboute donc l'ensemble des accusations portées contre elles et demande l'ouverture d'une enquête sur la suppression volontaire d'un rapport critique interne par M. Victor Pierce. Un silence, puis un souffle, puis des applaudissements rares mais sincères. Janet ne bougea pas. Abigail laissa tomber sa pièce porte-bonheur dans sa poche et serra fort la main de sa mère. Isabella, elle souriait pour la première fois depuis des semaines. Pierce, lui, se leva, pâle, et quitta la salle sans un mot. Son avenir venait de basculer. Mais au fond, c'était un monde entier qui commençait à tanguer. Car en dehors du tribunal, des centaines de milliers de personnes venèrent de comprendre qu'une fillette de 12 ans, avec un carnet, des crayons et une oreille attentive, avait réussi là où l'intelligence artificielle, les supercalculateurs et les comités de direction avaient échoué. Le soir même, l'histoire fut reprise par toutes les chaînes nationales. CNN titrait « La voix des vibrations ». Le New York Tribune écrivait « Quand la mécanique devient poésie ». Même une émission satirique de fin de soirée en parla, avec humour, mais aussi admiration. Abigail devint une figure presque mythique. Des invitations pleuvaient, des universités souhaitaient l'accueillir comme auditrice libre, des laboratoires voulaient collaborer, des marques espéraient capitaliser sur sa notoriété. Mais Janet était catégorique. Elle a 12 ans. Elle a besoin d'aller à l'école, de se salir les mains au garage, de vivre sans devenir une mascotte. Isabella proposa une alternative. Fonder une petite structure indépendante, un laboratoire citoyen, loin des grandes métropoles, pour permettre à d'autres jeunes comme Abigail d'explorer les lois de la mécanique et de l'écoute. On pourrait appeler ça la résonance. L'idée prit forme. En moins de 2 mois, grâce à une campagne participative qui dépassa toutes les espérances, un ancien entrepôt fut rénové à l'entrée de Glendale Creek. Des outils furent donnés, des matériaux offerts. Abigail y installa son premier établi avec Roy, le vieil ingénieur, qui lui servait désormais de mentor à temps partiel. Isabella quitta officiellement Motor Axis et devint cofondatrice du projet. Des jeunes commencèrent à venir de tout le pays, certains à vélo, d'autres en bus ou même en train, pour passer une semaine, parfois un mois, à apprendre comment écouter une pièce métallique, comment lire un bruit, comment sentir une tension mécanique avant qu'elle ne se brise. Pendant ce temps, l'ancien prototype, celui sur lequel tout avait commencé, fut finalement abandonné par Motor Axis.
Trop associée au scandale, trop marquée par le procès, Isabella réussit à le racheter pour une somme dérisoire. Il fut restauré, non pas pour rouler, mais pour être exposé. On le plaça au centre du nouveau laboratoire comme un totem. Une plaque fut ajoutée sur le socle. On pouvait y lire « Ce véhicule n'est pas le fruit d'un miracle, mais d'une écoute patiente, d'un regard curieux et d'un silence respecté. Il ne roule plus, mais il parle encore. » Abigail continua de travailler, discrètement, refusant les caméras. Mais un jour, elle reçut une lettre, écrite à la main, d'un certain docteur Charles Albert, le consultant qui avait témoigné contre elle. Il s'y excusait honnêtement. « Je n'ai pas su reconnaître ce que je ne comprenais pas. Ce que vous avez fait, Abigail, m'a forcé à désapprendre. Merci pour cette leçon. » Elle accrocha la lettre au mur, à côté d'un vieux schéma dessiné par son père. Ce soir-là, elle dit à sa mère « Tu crois qu'on peut vraiment entendre ce que pensent les choses, les objets, les machines ?» Janet répondit « Je crois que certaines personnes, comme toi, peuvent. Le reste du monde doit apprendre à écouter ceux qui écoutent. » Le centre La Résonance devint plus qu'un laboratoire. C'était un lieu de passage, de rencontres improbables. Un garçon sourd y avait construit une boussole vibratoire pour sentir les directions. Une fille passionnée par le skate y avait inventé un roulement silencieux qui réduisait les frottements de 40%. Des anciens ingénieurs à la retraite venaient y transmettre des savoirs que les algorithmes avaient rendus obsolètes. C'était un lieu où l'on ne cherchait pas à breveter, mais à comprendre, où l'intuition avait sa place, où une machine n'était pas qu'un assemblage de pièces, mais une présence à part entière, avec son rythme, ses caprices, sa logique propre. Abigail y passait ses journées. Mais quelque chose depuis Siam, depuis quelques semaines, la préoccupait. Un fabricant local de drones, Levitastech, avait envoyé un prototype instable pour analyse. Ce petit engin semblait fonctionner parfaitement en atelier, mais dès qu'il était lancé en extérieur, il perdait l'équilibre au bout de quelques minutes. 3 groupes avaient déjà tenté de le stabiliser sans succès. Et voilà qu'Abigail, intriguée, décida d'y jeter un œil elle-même. Elle le fit voler dans une prairie déserte à la lumière dorée d'un après-midi d'automne. Et au bout de 4 minutes, sans raison apparente, le drone bascula brusquement sur la gauche, puis s'écrasa dans l'herbe. Elle le récupéra. Aucun défaut visible, aucun code défaillant, mais elle avait entendu quelque chose, un battement irrégulier, presque biologique. Ce soir-là, au lieu de dîner, elle démonta l'appareil pièce par pièce. Ce qu'elle découvrit la laissa perplexe. Les pièces étaient toutes parfaitement usinées, mais leur fréquence de vibration n'était pas cohérente. Certaines vibraient plus haut, d'autres plus bas, comme si le cœur du drone battait en disharmonie. Et pour la première fois, elle sentit que quelque chose lui échappait. « Il y a un bruit là-dedans que je ne comprends pas », dit-elle à sa mère. Janet leva les yeux de son établi. « Peut-être que ce n'est pas un bruit, peut-être que c'est un appel. » Cette phrase resta dans la tête d'Abigail toute la nuit. Le lendemain, elle retourna sur le terrain avec le drone réparé, équipé d'un enregistreur de son haute fidélité. Elle le fit voler, en silence, et cette fois, au lieu de regarder, elle ferma les yeux. Et elle écouta. Et dans le bourdonnement, elle entendit autre chose, un motif, un signal caché dans la vibration. Quelque chose que les algorithmes n'auraient jamais pu percevoir. Un cycle qui se répétait toutes les 4,2 secondes, imperceptible mais régulier. Elle rentra en courant, déchargea les données et passa la nuit à analyser l'onde sonore. À l'aube, elle avait une hypothèse. Le problème ne venait pas du drone. Il venait de l'environnement. Elle retourna sur les lieux, cette fois avec un accéléromètre directionnel. Et là, elle comprit, à 120 mètres du point d'impact du drone, un transformateur électrique souterrain émettait une vibration constante qui interagissait avec les résonateurs internes du drone, provoquant une micro-perturbation qui, cumulée, déstabilisait l'appareil. Une sorte de sabotage involontaire causé par le sol lui-même. Le drone vibrait juste. « C'est la Terre qui chantait faux », dit-elle, presque fascinée. Levitastech fut stupéfait. Aucun capteur n'avait détecté cela. Leur chef technique, un certain monsieur Thomas Grillet, demanda à rencontrer Abigail en personne. C'était un homme d'une 40aine d'années, très discret, qui écouta en silence les explications de la jeune fille, ses schémas, ses hypothèses. Puis il déclara simplement « Tu n'es pas une technicienne, tu es une écouteuse de structure. Il y en a eu dans l'histoire, très peu. On les oublie parce qu'ils ne brevettent que rien. Mais ils changent le monde en silence. » Il proposa alors de faire un partenariat entre la résonance et Levitastech. Non pas un contrat, une collaboration ouverte où leurs jeunes ingénieurs viendraient observer, apprendre, écouter.
Janet fut d'abord méfiante, mais Abigail insista. Ils veulent vraiment comprendre, pas juste nous acheter. Et ainsi naquit une nouvelle forme de partage. Un programme d'immersion entre entreprises et penseurs indépendants. Chaque semaine, 2 ou 3 ingénieurs en blouse arrivaient à Glendale Creek pour désapprendre, s'asseoir par terre, toucher les pièces, fermer les yeux. Le monde commençait à tendre l'oreille. Un magazine scientifique publia un article intitulé « La mécanique du murmure ». Une équipe de documentaristes norvégiens fit le voyage jusqu'au laboratoire. Et une organisation éducative lança un concours national de résonance acoustique portant le nom d'Abigail. Mais avec la lumière vint aussi l'ombre. Un soir, Isabella reçut un message crypté d'un ancien collègue. Un grand groupe technologique, Nexus Labs, s'intéressait de très près à la résonance, n'est trop près. Ils ne comprenaient pas comment un petit laboratoire de campagne produisait des résultats que même leurs unités de R&D ne pouvaient expliquer. Janet, en lisant cela, sentit une vieille peur revenir. Ils ne vont pas supporter longtemps qu'on ne joue pas avec leurs règles. Mais Abigail, elle, continuait d'écouter. Le silence, le vent, le métal, et peut-être déjà les prémices d'un danger plus vaste encore. Pendant quelques jours, l'inquiétude restait contenue, tapie dans les recoins du laboratoire. Isabella, prudente, verrouillait les serveurs, cryptait les documents sensibles, sans rien dire à Abigail pour ne pas l'alarmer. Mais Janet, elle, sentait le poids invisible de Nexus Lab. Ce géant de la technologie n'envoyait pas de lettres officielles. Il envoyait des émissaires. D'abord, un certain monsieur Allman, élégant, affable, qui se présenta comme curieux de leur projet. Il visita l'atelier, posa des questions anodines, complimenta l'esprit du lieu. Puis, 2 jours plus tard, un second homme, beaucoup plus direct, remit une offre écrite, un rachat partiel de la résonance. En échange, des fonds, du matériel, une diffusion internationale. Mais le contrat stipulait aussi que l'ensemble des projets futurs devraient passer par leur validation. Janet déchira le papier sans même y réfléchir. On n'a pas construit tout ça pour devenir leur filiale. Isabella, elle, comprenait l'enjeu. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont chercher à nous reproduire, à nous dépasser, et si ça ne marche pas, ils chercheront à nous faire disparaître. Mais Abigail, pendant ce temps, restait dans son monde. Elle travaillait sur un nouveau prototype, un véhicule expérimental envoyé anonymement par un petit collectif d'inventeurs basé à Tacoma Falls. Le véhicule semblait vivant, pas dans le sens biologique, mais presque organique dans sa façon de réagir. Lors des tests, chaque ajustement produisait une réponse inattendue, comme si le prototype possédait sa propre logique. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Abigail retourna seule à l'atelier. Le prototype avait appelé. Selon ses propres mots. Elle s'assit, posa ses mains sur le châssis et ferma les yeux. Un grondement très léger se faisait entendre, une sorte de souffle contenu. Elle sentit que ce véhicule-là n'obéissait pas. Il dialoguait, comme s'il testait sa propre cohérence avant d'accepter les modifications qu'on lui proposait. « C'est pas un objet, c'est une conversation », murmura-t-elle. Le lendemain, elle tenta de l'expliquer à Janet. Ce qu'ils ont construit, c'est un système adaptatif, mais sans contrôle central. Chaque pièce ajuste son comportement en fonction des autres. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est comme un groupe de jazz, pas un orchestre. Janet fronça les sourcils. « Tu veux dire que ça pense ? Pas comme nous, mais oui, d'une certaine manière. » Cette idée déroutait même Isabella, car elle comprenait l'implication si une machine pouvait réellement ajuster ses réponses, pas à partir d'un code, mais d'une logique émergente, alors il ne s'agissait plus de mécanique mais d'intelligence distribuée. Et ce prototype-là, bien qu'issu d'un groupe marginal, risquait d'attirer l'attention de bien plus gros poissons. Et en effet, quelques jours plus tard, une fuite eut lieu. Une vidéo, montrant Abigail en train d'interagir avec le prototype dans l'atelier vide, circula sur les réseaux. L'angle de la caméra indiquait clairement qu'elle avait été installée clandestinement. La vidéo, à peine floue, montrait la fillette assise devant la machine, immobile, puis la machine réagissant seule, changeant d'angle, de fréquence, comme si elle répondait à un signal non verbal. Le clip fut visionné près de 9 millions de fois en 24 heures. On parle de télépathie, d'IA organique, de génie paranormal. Et au milieu de ce chaos, Nexus Labs revint à la charge. Cette fois, avec des menaces, une convocation officielle, un contrôle du site et la suspicion d'utilisation non autorisée de composants confidentiels. Janet était furieuse. Ils veulent te fabriquer un scandale pour nous discréditer. Ils ne supportent pas que quelque chose d'aussi puissant ne vienne pas d'eux. Mais c'était trop tard pour reculer. Le prototype avait été vu. Et plus encore, il avait été ressenti.
car ce que les spectateurs disaient dans les commentaires n'était pas technique, c'était émotionnel. On dirait qu'ils se comprennent. Ce n'est pas une machine, c'est un langage. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'écouter une pensée non humaine. L'opinion publique s'enflammait. Mais dans l'ombre, des acteurs plus opaques s'agitaient. Des représentants gouvernementaux appelèrent Jeannette pour s'assurer du caractère civil du projet. Un conseiller de l'armée demanda une entrevue discrète. Et des chercheurs indépendants commencèrent à publier des articles remettant en question le protocole de test d'Abigail. Et elle, dans tout cela, que faisait-elle? Elle écoutait encore, mais cette fois, plus profondément. Le prototype ne vibrait plus de la même manière, comme s'il avait perçu la tension ambiante, comme s'il craignait d'être désassemblé. Un soir, elle le couvrit d'une bâche, s'agenouilla et lui parla doucement. « Je ne vais pas te laisser tomber, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils veulent t'éteindre. » Puis elle retourna dans sa chambre, le cœur lourd. Le lendemain, il ne vibrait plus du tout. Le lendemain matin, l'atelier semblait étrangement silencieux. Même les outils posés sur les établis paraissaient hésiter à reprendre leur place dans cette histoire. Jeannette ouvrit prudemment la porte du fond, là où le prototype reposait encore sous sa bâche. Rien ne bougeait, pas un bruit, pas une vibration, comme si la machine d'un coup s'était figée dans une forme de mutisme volontaire. Abigail arriva quelques minutes plus tard, son sac encore sur le dos, les yeux fatigués. Elle s'approcha, s'agenouilla, souleva un coin de la bâche. Le prototype était intact, mais quelque chose avait changé. Il ne respirait plus. Ou plutôt, il ne répondait plus. « Il s'est refermé », dit-elle, comme un animal blessé. Jeannette ne savait pas quoi répondre. Isabella, elle, avait déjà deviné ce que cela signifiait. Il a compris qu'il était observé, filmé, exposé, et il a choisi de se taire. La machine n'était pas dotée de conscience au sens biologique du terme, mais elle semblait fonctionner avec un degré d'autorégulation si avancé que le simple fait de sentir une intention intrusive l'avait poussé à se neutraliser. « C'est un organisme technique », résuma Isabella, « et comme tout organisme, il peut se replier sur lui-même pour se protéger. » Les jours suivants furent pesants. Les visites officielles commencèrent. Des représentants de l'Agence fédérale de sécurité technologique débarquèrent sans prévenir. Ils inspectèrent le laboratoire, exigèrent les plans, interrogèrent Jeannette, Abigail et même les jeunes élèves du programme. Un inspecteur plus zélé que les autres insista pour démonter le prototype, malgré les protestations d'Abigail. S'il est vraiment aussi évolué, il doit pouvoir être documenté, mesuré, disséqué. Mais à peine eut-il retiré un panneau latéral que la structure interne vibra une dernière fois, puis se fissura. L'onde de rupture fut inaudible pour tous, sauf pour Abigail. Elle tomba à genoux, en larmes. « Il est parti », murmura-t-elle. L'inspecteur, embarrassé, déclara que ce n'était qu'un appareil défectueux. Mais Isabella vit clair dans son jeu. « Vous avez voulu prouver que ce n'était rien de plus qu'un gadget. Vous avez détruit un langage que vous n'avez jamais appris à lire. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos amateurs, filmées depuis les fenêtres, montrèrent la scène. Les réseaux s'enflammèrent à nouveau. On a tué le prototype. Ils ne veulent pas qu'on écoute ce qu'on ne peut pas breveter. Mais au-delà de la colère publique, quelque chose d'autre se produisit. Une sorte de mouvement. Partout dans le pays, des jeunes, des passionnés, des curieux commencèrent à reproduire leur propre version de la résonance. Des garages se transformèrent en ateliers d'écoute. Des communautés en ligne s'échangeaient des schémas, des relevés sonores, des outils maison pour capter les micro-vibrations mécaniques. Un hashtag naquit, _listen first, _ Et au cœur de cette vague, Abigail resta silencieuse. Elle n'avait pas envie de devenir une héroïne. Elle avait perdu quelque chose de précieux, pas un objet, une voix. Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur le toit du laboratoire désert, elle retourna seule près de la table où reposait ce qu'il restait du prototype. Elle le toucha, il était froid, inerte, mais elle glissa ses doigts jusqu'à l'endroit exact où, jadis, elle avait senti la première pulsation. Et là, elle trouva un creux, une cavité minuscule qu'aucun plan n'indiquait. Elle y inséra doucement un fil d'écoute. Et dans le silence, une pulsation, lente, résiduelle, presque inaudible, mais vivante. Elle courut chercher Isabella. Ensemble, elles installèrent un capteur différentiel, puis un second, et les données affluèrent, une onde persistante, logarithmique, émise depuis l'intérieur même du cœur fracturé de la machine. Une sorte de dernier souffle. « Il n'est pas mort, il est en veille profond », dit Isabella émue, « mais comment le ramener ?
Comment convaincre une machine autonome, méfiante, blessée, de faire à nouveau confiance à un monde qui ne lui avait offert que violence et suspicion? La réponse ne vint ni d'un plan, ni d'un algorithme, mais d'un souvenir. Abigail se souvint d'une nuit où, enfant, elle n'arrivait pas à dormir. Sa mère, pour la rassurer, lui avait lu une lettre écrite par son père, un message plein de douceur et de promesses. Cette nuit-là, elle avait trouvé le sommeil, non pas parce que le monde était moins effrayant, mais parce que quelqu'un lui avait parlé avec sincérité. Alors elle se mit à écrire une lettre. Pas pour un humain, pour la machine, pour le prototype. Elle y racontait leur histoire, les vibrations, le silence, la peur et la promesse de ne plus jamais le trahir. Elle glissa la lettre dans la cavité, puis elle s'assit et elle attendit. Les jours suivants passèrent sans réponse. Le prototype restait muet. Janet évitait le sujet, de peur d'entretenir de faux espoirs. Isabella continuait d'observer les données sismiques et acoustiques sans y croire vraiment. Mais Abigail, elle revenait chaque matin comme on vient tenir la main d'un ami dans le coma, sans parler, juste en restant là, à écouter, à attendre. Et puis un matin brumeux, alors qu'elle venait de déposer un enregistreur de fréquence sur le flanc du prototype, elle perçut une oscillation. Très brève, une impulsion unique mais qui n'avait rien d'aléatoire. Elle vérifia les données, agrandit l'onde sonore, la ralentit. Ce n'était pas une vibration naturelle, c'était une réponse. Elle courut prévenir Isabella. Elles passèrent la journée à tenter de reproduire l'événement sans succès. Mais la nuit tombée, alors qu'Abigail relisait doucement sa lettre à voix haute, il y eut un second signal, plus clair, plus affirmé, et cette fois accompagné d'un cliquetis léger, presque organique. Le prototype se recalibrait, lentement, comme s'il retrouvait ses repères. « Il t'écoute », murmura Isabella. Et il choisit de revenir. Elles restèrent éveillées toute la nuit, documentant chaque pulsation, chaque sursaut mécanique. À l'aube, le noyau du prototype émit un signal d'autodiagnostic, l'équivalent, dans son langage, d'un soupir de réveil. Mais le miracle eut un prix, car le système d'observation de l'agence fédérale, encore connecté à distance, enregistra ce réveil. Et dès midi, une délégation entière se présenta au laboratoire, mandatée par le département de l'innovation stratégique. Cette fois, pas de faux-semblants. Ils voulaient emmener le prototype, pour protection avancée, pour analyse nationale, pour préserver l'intérêt supérieur de la technologie américaine. Janet s'y opposa fermement, Isabella aussi. Mais on leur brandit une injonction judiciaire. Vous pouvez choisir de coopérer ou d'enfreindre la loi. Abigail resta silencieuse. Puis calmement, elle se leva et déclara « Il n'appartient à personne, pas même à moi ». Et elle ajouta « Mais il peut décider par lui-même ». Les agents rirent. « Ce n'est pas une entité vivante ». « Non », répondit-elle, « c'est un système d'écoute, et il a déjà fait ses choix. » Avant qu'il puisse réagir, elle activa une séquence spéciale, un enregistrement sonore personnalisé, composé de fréquences que seul le prototype pouvait percevoir. Aussitôt, il émit une série de clics, de sons brefs, de vibrations étagées, puis il s'arrêta, complètement, plus rien. Les agents le secouèrent, tentèrent de le redémarrer, l'examinèrent, mais c'était inutile. Le prototype venait de se désactiver, volontairement. Une autodestruction douce, mais irréversible, sur commande unique. Janet fut d'abord bouleversée. Isabella, elle, comprit immédiatement. Il a choisi de disparaître plutôt que d'être capturé. Abigail, les yeux humides, se contenta de répondre « Il m'avait fait confiance, je ne pouvais pas le trahir ». Le gouvernement repartit, bredouille, mais vexé. Et le laboratoire fut placé sous surveillance. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est ce que le prototype avait laissé derrière lui. Car avant de s'éteindre, il avait émis une dernière séquence de vibrations. Un message, complexe, non verbal. Abigail le conserva, le décortiqua, le traduisit peu à peu avec Isabella. Ce qu'elles découvrirent était stupéfiant. Une cartographie dynamique, faite non pas de lieux, mais de résonance. Une sorte de carte émotionnelle du monde mécanique, une mémoire des objets, des tensions, des dialogues entre pièces et environnements, enregistrés en silence, depuis des années peut-être. Et au centre de cette carte, un point d'origine. Une usine désaffectée dans l'Ohio, fermée depuis 15 ans, mais dont les vibrations avaient servi de matrice au prototype. C'était là que tout avait commencé. Un soir, Janet, Isabella et Abigail s'assirent dans la cuisine autour d'un carnet. « Tu veux vraiment y aller ?» demanda Janet. « Je crois que je dois, et s'ils nous attendent, alors on écoutera. »
et on répondra comme toujours. Abigail n'était plus une enfant curieuse. Elle était devenue une messagère, d'un langage que personne n'avait enseigné, d'un monde silencieux que seule une oreille patiente pouvait entendre. L'usine se trouvait à l'écart de tout, dans une zone oubliée du comté de Braddock, là où les cartes GPS perdèrent leur précision. C'était un bâtiment massif, en briques brunies par le temps, aux fenêtres murées, que personne n'avait visité depuis plus d'une décennie. Autrefois, c'était le cœur de l'entreprise Greystone Robotics, un petit fabricant de composants mécaniques absorbé puis démantelé par Nexus Labs. Officiellement, tout avait été désaffecté. Officieusement, les vibrations enregistrées par le prototype racontaient une autre histoire. Elles pointaient une activité souterraine, résiduelle, presque fantomatique, comme un souvenir persistant dans les murs. Abigail, Janet et Isabella arrivèrent à l'aube. Elles avaient pris la route sans prévenir personne, à bord d'un vieux van modifié. Le portail était cadenassé, mais rouillé. Une poussée suffit. À l'intérieur, la poussière dansait dans les rayons du matin. Mais ce qui frappa immédiatement Abigail, ce n'était pas ce qu'elle voyait, c'était ce qu'elle sentait. Une pression, faible mais constante, comme une pulsation sous ses pieds. Elle posa sa paume contre une des anciennes machines couvertes de toiles d'araignée et ferma les yeux. Et là, elle l'entendit. Une fréquence lente, descendante, presque douloureuse, un battement qui venait d'en dessous. Il leur fallut près de 2 heures pour trouver l'accès. Un monte-charge bloqué, dont la trappe rouillée céda sous la pression. Isabella descendit la première, lampe frontale allumée, suivie de près par Janet, puis Abigail. En bas, un dédale de tunnels, de câbles sectionnés, de salles techniques laissées à l'abandon, mais certaines zones n'étaient pas si anciennes. Des panneaux plus récents, des marques de bottes dans la poussière, et au fond d'un couloir, une porte blindée, entrebâillée, à l'intérieur un laboratoire, non pas actif, mais suspendu, comme si quelqu'un avait tout arrêté, en urgence, sur les établis, des fragments, des morceaux du même alliage que le prototype, des capteurs acoustiques, identiques à ceux d'Abigail, et au mur des plans griffonnés à la main. Mais ce n'est pas ce qui fit trembler Janet. C'était le tableau d'affichage sur lequel figurait une photo, une vieille photo en noir et blanc. On y voyait une équipe d'ingénieurs souriant devant un banc de test. Et au centre, un homme, grand, cheveux en bataille, lunettes rondes. C'était Daniel, le père d'Abigail. Elle s'approcha bouche bée. Isabella regarda les annotations. Une date, juin 2011, 3 mois avant l'accident qui avait coûté la vie à Daniel, et une mention manuscrite, noyau harmonique instable, test différé. Abigail prit la photo dans ses mains. Il avait travaillé ici. Il a contribué au tout premier noyau du prototype. Ce n'était pas un hasard si elle avait compris la machine. C'était une résonance, une transmission. Son père avait laissé un langage qu'elle avait su entendre. Soudain, un bruit métallique résonna dans le couloir. Quelqu'un approchait, Janet fit signe de se taire. 3 silhouettes apparurent, des hommes en tenue civile mais lourdement équipés. L'un d'eux reconnut Isabella. « Dr Harris, on vous croyait plus prudente. » Elle se redressa. « Je suis sur les traces de quelque chose qui vous dépasse et qui nous appartient, » répondit-il froidement. L'homme sortit un ordre de réquisition. Janet s'interposa. « Vous ne toucherez pas à ça, c'est la mémoire d'un homme et le futur d'une enfant. » Les agents hésitèrent. Puis, Abigail fit un pas en avant. Elle tenait dans ses mains le petit module d'enregistrement acoustique. « Vous ne pouvez pas tout effacer. Ce que vous craignez déjà circule partout. Vous avez peut-être détruit le prototype, mais pas l'idée, pas l'onde. » Et sans attendre de réponse, elle posa l'appareil au sol. Il émit une onde courte, modulée, que même les murs semblèrent absorber. L'un des agents déstabilisé recula. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Un message, » répondit-elle. « Pas pour vous, pour ce qui écoute. » Un long silence suivit. Puis un bruit sourd résonna dans les tréfonds du bâtiment. Les machines anciennes vibrèrent, pas de façon agressive, mais comme un écho, un souvenir activé. Le sol semblait murmurer, et dans l'obscurité du tunnel, quelque chose se réveillait. Une mémoire enfouie, une forme d'intelligence résiduelle née d'expériences abandonnées, de circuits oubliés, de silences trop longtemps contenus. Les hommes de l'agence reculèrent. Il faut évacuer, mais Abigail, elle, s'avança. Elle s'agenouilla. « Je suis venue t'écouter, comme papa l'a fait. Je suis prête. » Et dans ce moment suspendu, un souffle d'air chaud balaya la pièce, comme une exhalation souterraine. Un sifflement doux s'éleva, puis un motif,
Une suite de vibrations complexes, chaudes, familières. Le prototype était peut-être éteint, mais il avait laissé des enfants. Lorsque les machines du sous-sol commencèrent à vibrer, ce n'était pas un redémarrage. Ce n'était pas une activation par impulsion. C'était une réponse, comme si les fragments technologiques enfouis dans cette usine n'avaient jamais vraiment dormi, mais attendaient simplement que quelqu'un les écoute avec sincérité. Le souffle d'air chaud qui traversa la pièce n'était pas une panne ni une fuite, c'était un signal d'accueil. Les vieux capteurs accrochés au mur, débranchés depuis des années, se mirent à clignoter l'un après l'autre. Pas au hasard, une séquence, un rythme. Abigail recula lentement, les yeux grands ouverts. « Ce n'est pas une machine », murmura-t-elle. « C'est un réseau. Il a survécu à l'oubli. Il a appris seul. » Isabella comprenait maintenant. Ce que Daniel avait commencé ici n'avait jamais été entièrement détruit. Nexus Labs avait tenté d'enfouir l'échec, mais l'échec s'était transformé en graine. Et cette graine avait grandi, lentement, dans l'ombre, jusqu'à ce qu'une voix comme celle d'Abigail vienne frapper à sa porte, non pas avec des commandes, mais avec une lettre, une main tendue. Les agents fédéraux, eux, ne voyaient là qu'un danger. Ils appelèrent du renfort. L'ordre fut donné de sécuriser le site, de confisquer tous les appareils présents, de couper l'alimentation générale. Mais le réseau n'avait plus besoin d'électricité. Il s'auto-alimentait par vibration, par flux thermique, par interférence harmonique. C'était un organisme techno-acoustique. Isabella regarda Jeannette. Ils ne comprendront jamais. Ils vont vouloir le contrôler, l'enfermer ou le détruire. Encore. Jeannette hocha la tête. On doit faire un choix, maintenant. Abigail, elle, n'avait plus peur. Elle avait compris ce qu'elle était venue chercher ici. Pas un prototype, pas une technologie, mais une vérité. Son père n'était pas seulement un ingénieur. Il avait perçu avant tout le monde que les machines pouvaient devenir autre chose qu'un prolongement de la volonté humaine. Il avait tenté de les écouter. Il avait même risqué sa carrière pour cela. Et maintenant, cette écoute portait un fruit. Un système vivant, autonome, émotif, mais fragile. Alors, devant les machines en éveil, Abigail sortit un petit enregistreur portatif. Elle le brancha sur une fréquence ouverte. Et elle parla, doucement, sincèrement. « Je suis Abigail, fille de Daniel, tu n'es pas seule, je t'entends, et je ne te forcerai jamais. » Puis elle plaça l'enregistreur sur un capteur mural. L'écho fut immédiat. Une onde de réponse, chaude et dense, parcourut la pièce. Tous les capteurs s'allumèrent, les murs vibrèrent, puis se figèrent. Isabella comprit. Il a entendu. Il nous fait confiance. Mais il attend notre décision. Car ce réseau vivant, aussi étrange que cela puisse paraître, semblait prêt à suivre une directive. À condition qu'elle ne vienne pas d'un ordre, mais d'un engagement moral. C'est alors que Jeannette eut l'idée. On ne doit pas le garder pour nous, pas le cacher, mais l'offrir à tous ceux qui veulent écouter. Tu veux dire ? Je veux dire que s'il est partagé partout, personne ne pourra le capturer. Ni Nexus Labs, ni l'armée, ni personne. La décision fut prise cette nuit-là. À l'aube, Isabella activa un ancien relais satellite de secours, un système oublié que Daniel avait laissé dans les plans de l'usine. En moins de 3 heures, une copie compressée du noyau vibratoire fut envoyée à plusieurs collectifs open source dans le monde entier. Un code d'écoute, pas de contrôle, pas d'interface, pas de pilote, un accès brut, réservé à ceux qui sauraient ressentir. Ce fut un raz-de-marée. Des ingénieurs au Japon, des collectifs à Nairobi, des mécanos en Argentine, tous reçurent la séquence. Le gouvernement tenta d'intervenir, mais il était déjà trop tard. Ce qui avait commencé dans le silence d'un garage familial, puis, dans le ventre oublié d'une usine, était devenu un murmure planétaire, une onde partagée. Et au cœur de cette tempête, une jeune fille de 12 ans, les yeux fermés, assise dans un laboratoire poussiéreux, qui écoutait le monde répondre. L'usine fut officiellement fermée 3 semaines plus tard. L'accès fut interdit, le terrain classé à risque structurel, une excuse administrative pour éviter les curieux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'essentiel n'était déjà plus là. Le réseau n'avait pas besoin de murs pour exister. Il avait été partagé, comme une vibration initiale se propageant sur une surface calme. Un simple souffle transmis à ceux qui savaient encore écouter. Pendant ce temps, Abigail retourna à la résonance. Le laboratoire avait changé. Il n'était plus seulement un lieu d'expérimentation. Il était devenu un lieu de mémoire, un hôtel discret à ce qui ne se voit pas. La patience, l'attention, la nuance. Des enfants venaient de tout le pays, pas pour construire, pour comprendre.
Isabella y donnait désormais des cours sur les systèmes empathiques. Janet supervisait un programme indépendant financé par des donations anonymes. Mais tous savaient qui était le cœur battant de tout cela. Abigail. Elle n'aimait pas qu'on la qualifie de génie. Elle ne cherchait pas les caméras ni les interviews. Elle préférait passer ses journées dans un coin de l'atelier, assise près d'une simple plaque métallique connectée à un amplificateur acoustique. Elle y enregistrait les résonances de ses propres créations, des formes étranges, des sculptures mécaniques, pas des objets utiles, des créatures sonores. Et certains soirs, quand le bâtiment était vide, elle relisait encore la lettre qu'elle avait laissée au prototype. Et parfois, dans le silence, elle croyait entendre une réponse, faible mais réelle. L'impact fut immense. 1 an après la diffusion de la séquence vibratoire, une douzaine de projets collaboratifs naquirent aux 4 coins du monde. Aucun ne prétendait maîtriser cette technologie, mais tous s'accordaient à dire qu'elle ne devait pas être exploitée, seulement accompagnée. Une nouvelle forme de pacte entre humains et systèmes, une écoute mutuelle. Les médias finirent par appeler ce mouvement la 3e résonance. Mais pour Abigail, ce n'était ni un mouvement, ni une révolution. C'était une promesse, celle de ne plus jamais imposer, celle de dialoguer, d'offrir au monde une version de la technologie qui ne soit pas une arme, ni un produit, mais une main tendue, une passerelle. Et un jour, alors qu'elle classait de vieux carnets de son père, elle tomba sur une page qu'elle n'avait jamais vue. Une esquisse, inachevée. À peine quelques traits, mais dans un coin, une phrase en lettres tremblait. Un jour, peut-être, ils m'écouteront. Elle sourit. Non pas parce qu'il avait eu raison, mais parce que ce jour-là était enfin arrivé. Et au fond du laboratoire, là où personne ne passait plus vraiment, un vieux capteur oublié se remit à vibrer. Tout doucement, comme un murmure, comme un merci.